Il faut savoir que j'ai pas été une très, très bonne élève pour le coup, quand je me suis lancée parce qu'on dit souvent que quand on commence un business, il faut trouver son positionnement, sa ligne éditoriale, sa charte éditoriale, sa manière de parler, sa cible et cetera, bien tout définir et se lancer. J'ai zappé cette étape. C'est-à-dire que je me suis directement lancée. Tu fais le clap ou tu le fais? Non, toi. C'est parti. Salut Inès, bienvenue dans Harmony Stories. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bah, Tout merci. d'abord, comment vas-tu? Où es-tu et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui de beau? Écoute, ça va très, très bien. Où je suis? Bah, là, spécifiquement, je suis allée chez, mes parents et qu'est-ce que je fais de beau aujourd'hui? Bah, écoute, je travaille et j'enregistre une interview avec toi. Très bien. On va commencer direct vers les questions un peu profondes, on va dire ça comme ça. Comment tu Ça te marche. définis? Je suis une personne, assez optimiste, dans le sens où, pour moi, le positif attire le positif. Donc si déjà on pense positivement, on va attirer des choses positives dans la vie et j'essaye aussi de transmettre ça avec, une certaine, bonne humeur car, si on est négatif, on va aussi, impacter négativement peut-être l'état d'esprit ou la journée de quelqu'un qui avait, certainement, rien demandé. Donc j'essaye d'éviter ça et au-delà de ça, je suis quelqu'un qui est assez, ambitieuse mais, je pense que, tout entrepreneur, l'est un peu finalement. À quel degré tu penses aujourd'hui être toi-même du fait de ton activité où tu travailles pour toi? Qu'est-ce que ça impacte dans ta vie et comment ça l'a transformé? Je me suis, entre guillemets, «révélée» où, je peux être, beaucoup plus, moi-même et pas forcément adopter une image, pour coller au monde du salariat, plaire au patron, plaire aux collègues, et cetera et cetera. Donc le fait d'être toute seule, je pense que oui, j'ai pu justement, me révéler et transmettre au travers des vidéos, des interviews, des stories, celle que je suis, vraiment, finalement. Et en parlant de famille C'est et ça. d'entourage, ça me facilite la transition. Quel souvenir as-tu de ton OK. enfance? Comment tu te vois ou qu'est-ce qu'on t'a dit de Inès quand tu étais toute petite? Alors, quand j'étais toute petite, petite, vraiment en primaire, j'étais, très, très timide, très renfermée. Je me souviens d'une anecdote où, bon, c'est ma mère qui me l'a racontée, j'étais, en petite section et la prof, enfin la maîtresse, avait appelé ma mère carrément parce que je m'étais mise dans un coin et que j'avais rentré l'entièreté de ma main dans ma bouche. Tellement je me rongeais pas les ongles, je me rongeais la main, c'est pour Ah dire. ouais! Donc ouais, non, mais j'étais hyper stressée et ça m'a suivie encore au collège, bon, même si c'était moins prononcé et c'est vrai que c'est à partir du lycée où j'ai pu un peu, prendre confiance en moi et m'affirmer, mais avant j'étais quelqu'un de très, très timide et sinon, j'étais, très, alors c'était pas professionnel à l'époque, mais c'est vrai que j'aimais beaucoup l'école et j'étais très assidue. Je faisais bien mes devoirs, j'étais un peu la chouchoute des professeurs, sans pour autant être faillotte puisque je ne participais pas vu que j'étais timide, mais ouais, très bonne élève et de l'autre côté, très timide aussi. C'était quoi le rapport globalement que tu avais avec l'école? Est-ce que tu viens de dire que ça te plaisait, mais à quel point? Et moi j'adorais vraiment l'école, c'était un plaisir d'y aller, même après, pour retrouver mes amis, mes collègues, et cetera et d'ailleurs j'ai fait de longues études parce que j'aimais ça. J'ai fait un master en lettres appliquées à la rédaction, professionnelle et j'ai toujours dit à ma mère qui se moquait un peu de moi, je disais: «Ah, moi je veux pas travailler, je veux rester dans les études, non, ça me plaît pas» et finalement, figure-toi qu'être freelance, je trouve que c'est un peu comme à l'école. J'ai des devoirs Ouais. à faire, c'est mes missions clients et je dois les rendre à des dates précises et après j'ai ma note, la satisfaction, des clients. Donc je retrouve un peu ce que j'aimais finalement, dans les cours avant. Est-ce que cette timidité-là dont tu parles et dont tu t'es un peu aussi défait quand tu es arrivé au lycée, est-ce qu'il reste aussi quelque part ancré aujourd'hui en toi ou pas? Oui, je pense que ça reste un petit peu. Alors, on le voit beaucoup moins quand je dis, à des personnes que je suis timide, elles me regardent, elles me disent: «Mais tu te fiches de ma gueule? Tu te fiches de moi?» mais si, ça se retrouve un peu, par exemple, au tout début, quand j'ai dû faire, les premières interviews ou parler, devant, plusieurs personnes, même si c'est, au travers, de l'aspect numérique. J'étais, quand même, très, très stressée. Maintenant, ça va un peu mieux, je prends un peu le pli, mais c'est vrai qu'au début, c'était aussi compliqué et le fait, par exemple, de devoir intervenir, en présentiel,
à une conférence, par exemple, c'est quelque chose qui, pour l'instant, me tétanise, hein, donc je ne me sens pas encore tout à fait prête. Il y a un niveau de stress, mais pourquoi ce stress-là? Est-ce que tu arrives à l'expliquer? Bah, je pense que ça vient forcément du regard des autres, tu vois, de pas être jugé, surtout mal jugé. Hem, je pense que ça vient principalement de là. Après, d'où cette peur du regard des autres vient, ça, je ne sais pas encore. J'ai pas encore fait assez mon introspection et ma psychanalyse. Mais, oui, je pense que ça vient, principalement de là et peut-être aussi un manque de confiance en soi, justement. Vu qu'on n'a Oui. pas confiance en soi, on a peur de ce qu'on peut, transmettre. À cette période-là, quand on arrive au collège, lycée, tu avais quoi comme passion à l'époque? Alors ça, c'était la grande question. Quelles sont tes passions dans ta vie? Et silence radio. C'est-à-dire que j'avais pas vraiment de passion, quelque chose qui m'animait au plus haut point. Donc je pense que c'est pour ça aussi que j'aimais autant l'école puisque c'était un peu une sorte de passion pour moi. Mais sinon en loisir, oui, j'aimais bien le sport. J'ai fait, 5 ans d'athlétisme et j'adorais ça, cet esprit aussi de compétition finalement. Donc on retrouve avec, l'ambition, dans l'entrepreneuriat et Oui. l'athlétisme aussi, c'était un sport, où j'étais seule. On court, c'était beaucoup de la course à pied, donc je courais toute seule et c'est vrai que j'ai toujours eu du mal avec, les, sports d'équipe. Oui. Donc si je devais dire une passion à cette époque-là, bon, je dirais l'athlétisme. Est-ce que ça justifie partiellement le fait de t'être lancé dans l'entrepreneuriat, de rester encore toute seule dans dans ta ligne de course? Oui, je pense que c'est des traits de ma personnalité qu'on retrouvait, dans l'athlétisme et qu'on retrouve aujourd'hui encore, c'est vrai que, ce qui me déplaisait aussi dans le salariat, c'était ce côté, travail de groupe finalement puisqu'on doit, travailler avec, nos collègues, sur des projets, communs et j'ai beaucoup de mal avec ça. Même, à l'école justement quand on avait des travaux de groupe, j'avais tendance à prendre un peu le lead et à tout faire un peu toute seule. Non pas que je voulais pas que les autres travaillent, mais je sais pas, j'avais, oui, ce côté un peu, travailler toute seule, avancer dans mes projets et qu'on retrouve aussi maintenant. Je suis toute seule, même si, je délègue quelques tâches quand même et je travaille avec quelques personnes de temps en temps, mais je suis majoritairement toute seule, encore une fois. Quand tu te lances, du coup, en sortant de ton master où tu as pas forcément, d'expérience, comment ça se passe ces premiers mois, ces premières années dans l'entrepreneuriat? Eh bah, écoute, c'est vrai ce que tu dis, j'avais aucune connaissance, du monde de l'entrepreneuriat. Non seulement parce que déjà à l'école, on nous forme à devenir, des salariés, non pas des indépendants et en plus de ça, parce que dans ma famille, mes proches, que ce soit mes amis ou ma famille, il y a aucun, entrepreneur. Donc ce sont que des salariés et je me suis, toujours, construite au travers de ce modèle-là. Donc devenir, freelance pour moi, c'était, totalement nouveau. J'ai dû, tout apprendre sur le tas finalement. Mais paradoxalement, ça s'est plutôt bien passé, je trouve. Donc j'ai pas à me plaindre, il y a pas eu, trop d'obstacles ou trop de décalage justement avec la vision que j'avais, peut-être du monde professionnel et l'entrepreneuriat. Donc j'en suis plutôt satisfaite. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui est en fac ou qui est encore au lycée, qui contemple en fait ces 2 choix? Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu plus prononcé. On est plus au fait de ces activités d'entrepreneur et je pense que c'est aussi un effet, générationnel et qui serait un peu dans le doute. Quel serait ton message à toi? De pas avoir de doute, tout simplement. En fait, je pense qu'il y a pas, mieux l'un que l'autre. C'est-à-dire que le salariat n'est pas mieux que le statut freelance, comme le freelancing n'est pas mieux que le salariat. Ça dépend beaucoup des personnalités finalement et des visions, de la vie professionnelle ou de l'équilibre vie perso qu'on veut avoir et cetera et cetera. Donc déjà, il y a toute une phase où il faut bien se poser les bonnes questions. Quelle est ma personnalité? Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce que j'ai envie pour ma vie, future? Et une fois qu'on est, entre guillemets, certain que c'est plutôt le freelancing qui correspond à nos attentes, bah, il faut pas forcément écouter justement, nos professeurs, notre famille qui vont nous dire: «Mais tu es sûre? C'est quand même un statut précaire, tu vas pas y arriver» et cetera. On tente, on passe à l'action. De toute façon, au pire des cas, si jamais ça ne marche pas, bah, c'est pas une fin en soi. On retourne au salariat, on postule à d'autres entreprises et c'est pas grave, mais au moins on aura tenté et le fait de ne pas tenter, par exemple et de se ouais, de rester dans la «norme» entre guillemets, c'est d'avoir des regrets par la suite de ne jamais avoir tenté. Ça me fait penser un peu à un travail de fond à faire aussi sur soi-même quand on travaille pour soi. Mmh. Comment tu as changé depuis entre le début de ton activité et aujourd'hui? Quel travail as-tu fait sur toi-même
pour te permettre d'aller acquérir des marchés, de te présenter et quelque part de t'ouvrir un peu au monde pour pouvoir aussi avoir tes missions, comme tu disais tout à l'heure. Comme je disais, j'étais quelqu'un d'assez timide, même si ça commençait à partir et évoluer un peu à partir du lycée. Il a fallu quand même que je travaille sur ma timidité puisque je suis sans cesse au contact de clients, même au travers des stories, dans la communication générale. Donc, si on est quelqu'un de réservé, c'est vrai que ça peut parfois poser des freins, même si c'est pas tout le temps une vérité absolue. Mais c'est vrai que c'est mieux quand même de pouvoir s'exprimer correctement et pas bégayer dès que quelqu'un nous adresse la parole. Donc, il y a eu déjà un travail sur ça. Après, il y a eu un travail aussi, puisque je me suis, mise à lire beaucoup de livres de développement personnel, notamment liés à l'entrepreneuriat et c'est vrai que ça permet de beaucoup réfléchir sur soi, sur sa manière de s'organiser, sur, sa manière d'échanger justement avec, les personnes qui nous entourent donc il y a eu aussi ce gros travail-là et après de manière générale, je pense qu'il y a pas eu, d'autres changements, j'étais déjà quelqu'un de très organisé avant donc ça va, ça m'a bien servi. Pareil pour l'administratif, finalement, en tant que micro-entreprise, je parle, ça reste assez simple, donc ça va. Quand je parle de développement personnel et de ces bouquins que tu as lus, t'as pu en tirer une certaine littératie, j'imagine. Et du coup, quel est je vais dire, the truc que tu as appris dans ces bouquins-là? Ça, c'est de se détacher justement, de tous les aspects, extérieurs, du moins c'était dans le livre «7 habitudes de ceux qui réussissent, ou qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent» de, Stephen Covey et c'était un livre, tout juste génial et justement, il y a toute une première habitude qui consiste à agir, seulement sur les choses sur lesquelles on peut agir, notre cercle d'influence et tout ce qui est extérieur, il faut pas se manger l'esprit avec ça. Donc extérieur, c'est justement le regard des autres parce qu'on ne peut pas avoir d'influence sur le regard des autres. On ne peut pas être dans leur tête. Pareil pour l'aspect de l'environnement. Par exemple, il fait beau, donc je suis content. Il fait gris, donc je suis triste. Ou il y a justement une pandémie mondiale et à ce moment-là, tout mon monde s'écroule. Non, parce qu'on n'a pas d'influence là-dessus, encore une fois. Donc il ne Oui. faut pas que ça joue sur la personne que l'on est finalement. Et pareil pour les émotions, le stress, une contrariété, il ne faut pas que ça joue sur la personne qu'on est. Donc, ce qui nous amène à la deuxième habitude, c'est de définir nos valeurs et c'est vraiment quelque chose, une question de définir mes valeurs que je m'étais jamais posée et que je me suis, posée, très récemment et en fait, ces valeurs-là, c'est comme une ligne de conduite qu'on doit suivre et qui fait qu'on n'aura presque jamais de regrets. Et comment tu fais pour les trouver, ces valeurs-là? Non pas qu'on te demande de nous citer les notes, mais quelles questions on doit se poser? Bah, alors justement, lui, il avait, proposé un exercice, au sein du livre. C'était, alors attention, un moment, très joyeux, mais de s'imaginer à son propre enterrement. J'avais prévenu. Donc de s'imaginer à son propre enterrement et de dire: on prend un collègue, un membre de sa famille, donc ça peut être un parent, un enfant ou que sais-je, un ami, enfin voilà, différentes, personnes, de notre entourage et d'imaginer leur discours. Et qu'est-ce qu'on aimerait que ces personnes-là disent de nous, au travers de notre vie? Oui. Alors, il faut bien faire attention à la différence entre qu'est-ce qu'ils aimeraient, enfin, qu'est-ce qu'on aimerait qu'ils disent de nous dans le sens, parce que c'est moral, c'est bien vu et parce que c'est ce qu'on est vraiment. Donc, Oui. faut vraiment choisir ce qu'on est vraiment et ce qu'on a envie de laisser finalement «après notre passage» entre guillemets. Et c'est Ouais. vrai que c'est un bon exercice, peut-être un peu violent, mais qui permet vraiment de prendre conscience, de nos valeurs. Et après, c'est aussi un travail, d'introspection, de savoir, comment on est dans la vie de tous les jours, avoir un regard un peu, objectif, même si c'est pas forcément facile. On peut aussi demander à notre entourage, dire: «Bah, voilà, si tu devais donner mes valeurs, qu'est-ce que tu dirais?» Ça Oui. permet aussi d'avoir un regard un peu plus extérieur sur, la personne qu'on est. Pour revenir un peu sur l'aspect de l'entrepreneuriat où on travaille entre guillemets seul, à quel point c'est quand même important de se créer une communauté? Ah bah, ouais, c'est, indispensable, je pense parce que, de toute façon, un entrepreneur ne peut pas avoir de succès seul. C'est-à-dire qu'il y aura forcément, premier niveau, des clients derrière. Oui. Puisque, sans clients, un business ne fonctionne pas. Donc pour ça, il faut quand même se construire une communauté, un cercle de relations, Mhm. pour trouver des clients. Ensuite de ça, pour tenir sur le long terme, je pense qu'il faut qu'ils soient bien entourés, avec, nos proches finalement, les personnes qui sont le plus proches de nous et qui nous connaissent le mieux.
Et au-delà de ça, malgré le fait qu'on soit seul, avoir des collègues à travers un réseau, des personnes avec qui on échange, qui font le même métier que nous, c'est hyper enrichissant et ça permet aussi de casser un peu cette solitude qu'on peut avoir quand on travaille tout seul. Est-ce que tu pourrais nous expliquer et nous permettre de vulgariser sur ce principe de l'inbound marketing? Ouais, ça c'est toute ma stratégie l'inbound marketing. Il faut savoir que je pense que c'est d'ailleurs des restes de mon ancienne timidité, que Oui, je ne pratique absolument pas, de prospection ou de démarchage. Alors ça peut être très, efficace, je dis pas qu'il faut absolument pas en faire. oui, Il y en a pour qui ça fonctionne très, très bien et c'est vrai que c'est quelque chose dans lequel personnellement je ne me sens pas très à l'aise. Donc j'ai préféré, l'inbound marketing. Alors pour faire la différence pour ceux qui ne connaîtraient pas, l'inbound marketing c'est, tout simplement, d'aller chercher les clients, des clients qui sont peut-être pas intéressés de prime abord, qui savent peut-être même pas qu'ils ont un besoin, mais oui, aller les chercher et leur dire voilà, je suis la personne qu'il vous faut. Et l'inbound marketing, c'est plutôt l'inverse. Ce sont des personnes qui ont repéré un besoin chez elles et qui vont venir nous contacter. Donc, ce sont les clients qui viennent directement à nous. Et comment mettre en place une stratégie d'inbound marketing? Bah, c'est en créant du contenu. Donc, ça peut être des articles de blog sur un site internet, des posts sur les réseaux sociaux, des interviews justement pour gagner un peu en visibilité. Voilà et personnellement, c'est ce que j'ai fait, notamment sur LinkedIn, puisqu'aujourd'hui, LinkedIn, m'apporte 80 de mes clients, ce qui est quand quand même. même, hyper, hyper intéressant Ah oui, et en 2e point, il y a mon site internet avec, tous mes articles, de blog et voilà. Après, il y a aussi, créer ce lien, renforcer ce lien avec, une liste email, par exemple, des oui, newsletters. oui. Voilà, il y a tout ça à mettre en place mais pour moi, l'inbound marketing, même si on fait du démarchage, de la prospection, il faut aussi avoir une stratégie, d'inbound marketing à côté. Quel pourcentage de ton temps ça te prend du coup de créer, entre guillemets, ta marque en fait au final? C'est vrai que ça prend quand même du temps. On va pas se le cacher, ça prend une bonne partie. Alors avant, ce que j'avais juste, LinkedIn et juste, mon site internet. Donc déjà, je pense que premier conseil, ça serait de faire petit à petit. On Oui, commence pas à ouvrir en ayant, 5 réseaux sociaux, un site internet, un blog, que sais-je, parce que ça demande du temps et il faut, être sûr que chaque, support, ait une stratégie qui fonctionne et qui soit bien en place pour pouvoir, aller sur un autre support. Donc on commence petit à petit. Donc au début, j'avais juste LinkedIn, ça allait. Je mets en général une journée pour créer, 3 mois de contenu à hauteur de d'accord. 2 posts par semaine. Voilà, je vais vite aussi. Donc voilà, ensuite j'ai ouvert mon site internet. Donc là, la rédaction des articles de blog, c'est quand même un peu plus long. Ensuite, il y a eu la newsletter. Maintenant, il y a mon compte Instagram, mon compte Pinterest et ma page de formation sur LinkedIn. Donc ça commence à faire beaucoup et j'en ai parlé justement ce matin, dans ma newsletter. Oui. Ça devient trop pour moi, donc j'ai carrément délégué, une bonne partie de ma création de contenu à une D'accord. community manager. Ah, Voilà, c'est bien. alors je pourrais pas te donner résultat le temps total que je mets puisque je délègue, mais Oui. ça prend du temps. À quel point c'est important aujourd'hui de déléguer, même si tu travailles seul? Alors déléguer, c'est primordial dans un business. Je parle pas forcément au début, quand on commence à se mettre en place, mais au fur et à mesure que le business grandit, on va avoir besoin de déléguer et il faut pas voir ça comme une perte d'argent parce que souvent on se dit: «Bon, bah, on délègue, non seulement ça va être moins bien fait, forcément Oui, et en plus de ça, on va perdre de l'argent puisque c'est de l'argent qui sort finalement, de nos poches». C'est faux. Déjà, si on délègue, ça va pas forcément être moins bien fait puisqu'en général, on délègue en priorité ce qu'on ne sait pas faire. oui. Justement, au lieu de le faire mal nous-mêmes, autant le déléguer à quelqu'un dont c'est la spécialité et le métier. Donc ça sera bien fait et en plus de ça, c'est de l'investissement. Tu parles de visibilité et ça me fait penser à une chose. Est-ce qu'au final, l'inbound marketing, ça rejoint pas une phrase que j'ai entendue récemment qui dit que, au final, réseauter, ce n'est pas qui tu connais, mais qui te connaît. Oui, c'est ça. Bah, en général, il y a beaucoup de personnes, bon, plus le succès est là, mais plus il y aura de personnes, mais beaucoup de Oui, personnes qui ont l'impression, de nous connaître au travers de nos contenus, de ce qu'on partage et finalement ces personnes-là, nous, on ne les connaît pas puisqu'on ne peut pas oui, connaître chaque personne, qui, compose notre réseau donc parfois c'est assez drôle quand une personne, vient nous parler, directement dans le tutoiement: «J'ai vu ci, j'ai vu ça», comme si c'était, finalement une amie et nous on est là: «Oui bon bah, moi il faut que j'aille me renseigner un petit peu parce que finalement je sais pas qui tu es et ce que tu oui. fais» et au contraire c'est hyper drôle et puis ça met directement dans la bonne humeur et le Oui. un échange au top mais c'est totalement vrai. Est-ce que quand tu pratiques, parce que tu commences sur LinkedIn, parce qu'au final, c'est un peu le réseau professionnel, on va dire, par excellence.
comment, à mesure du temps, ton ton de publication dans tes contenus, il a changé? Alors, il faut savoir que j'ai pas été une très, très bonne élève pour le coup, quand je me suis lancée parce qu'on dit souvent que quand on commence un business, il faut trouver son positionnement, sa ligne éditoriale, sa charte éditoriale, sa manière de parler, sa cible et cetera. Bien tout définir et se lancer. J'ai zappé cette étape. C'est-à-dire que je me suis directement lancée. J'avais pas de positionnement, je savais juste que je voulais être rédactrice web, en tant que freelance. Ouais. J'avais aucune idée de la cible, j'avais aucune idée, de savoir si ça marchait ou non, à qui je m'adressais. Enfin, c'était, n'importe quoi. J'ai juste publié ce que j'avais envie de publier et ça a pris. Bon, j'ai eu de la chance, ne faites pas comme moi. Mais c'est vrai que finalement, c'est, au fil du temps, ce que tu disais, que je me suis rendu compte de qui était ma cible en fonction des personnes qui allaient avoir tendance à me contacter, Oui, des posts qui marchaient le mieux et donc du ton et des sujets qui fonctionnaient le mieux, en analysant les résultats, de mes publications, tout simplement. Donc c'est vraiment arrivé, au fil du temps et même si on fait cette première étape, ce premier travail de, bah, je vais faire ci, je vais faire ça, c'est forcément en testant, en parfois se prenant les pieds dans le tapis, en tombant, qu'on apprend et qu'on sait ce qui ensuite fonctionne, ce qui fonctionne moins, ce qui plaît moins, ce dont a besoin la cible et cetera. Donc faut tester et de toute façon, plus on va publier, plus on va avoir des retours positifs, plus on va avoir de clients satisfaits, plus on va prendre confiance en soi et on va pouvoir s'affirmer davantage à travers la création. et quand on se projette aujourd'hui un peu dans le futur, c'est la question un peu cliché, mais où est-ce que tu te vois dans 5-10 ans, personnellement et professionnellement? Alors, bah, personnellement avec une maison, un jardin, Ça serait une très bien. famille, ça serait le mieux. Bon là, à plus court terme, j'aimerais voyager, mais c'est vrai qu'avec, la pandémie qui nous tombe un peu sur la tête, c'est compliqué. Mais, voilà, oui, voyage et puis après construction un peu classique finalement. Je suis pas très originale. Et au niveau professionnel, alors j'aimerais pour l'instant, c'est, mon travail de rédactrice web qui, heu, qui pèse le plus, dans mon, business model. Donc Oui, j'aimerais, diversifier et rééquilibrer. Là déjà en fin 2020, j'ai intégré une agence d'influence spécialement sur LinkedIn pour mettre en d'accord. avant, des marques qui me plaisent et qui pourraient plaire justement à mon audience. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais, développer encore plus. Pareil, je me suis associée au Social Hack Club pour, présenter une masterclass sur Oui. justement, la visibilité sur LinkedIn, qui marche plutôt bien. Donc j'aimerais encore développer ça et pourquoi pas faire d'autres masterclass. Et j'ai aussi 2 formations actuellement que j'aimerais encore plus développer et en sortir de nouvelles pour justement que le côté formation, pèse plus, au niveau du business model parce que c'est vraiment ce que j'adore, aider justement les personnes, les voir, grandir et là, je commence à avoir, les premiers retours positifs, des étudiants de la grosse formation qui a été lancée, l'année dernière. Donc c'est vraiment top, donc j'aimerais, voilà, vraiment plus me concentrer sur la formation et pour mon activité de rédactrice web freelance, à terme, donc dans 5-10 ans justement, pourquoi pas, me positionner plutôt en tant que directrice, d'une agence de rédaction et collaborer avec, d'autres rédacteurs web, sur différents Ouais. projets. Comment tu as vécu comment en fait, et je pense dans l'entrepreneuriat en général, comment on vit le début du Covid? Genre, quand on commence à en entendre parler en décembre, on se dit c'est assez loin de chez nous et qu'on commence à se Mmh. rendre compte que ça arrive et jusqu'au shutdown en fait. Je vais commencer par parler de ma propre expérience justement avec, l'arrivée, de la Covid en France. Euh, alors, il faut savoir, petite info, je suis une hypochondriaque. Donc, j'ai peur de tout ce qui est maladie. Donc, déjà, ça part mal, C'est pas la bonne période. mais voilà, c'est ça. Donc là, le stress au maximum. Donc, comme je suis une grosse hypochondriaque, dès que j'ai appris qu'il se passait quand même ça en Chine, je me suis intéressée à l'histoire. Ah oui, Et j'avais quand même bien prédit, bon, je pense pas que c'était prédire non plus, mais voilà, oui. prévu l'arrivée de la Covid en France par rapport à justement d'autres collègues avec qui j'ai échangé qui me disaient mais non, ça ne viendra jamais en France. Et moi j'étais mais si, ça va venir, je vous dis. Donc j'étais assez préparée, on va dire de ce côté-là. Ça m'est pas tombé soudainement en mars en me disant mince, c'est là. Donc Ouais, j'avais prévu un peu la chose. Et finalement, je pense que le domaine du digital en général a été assez épargné par rapport à d'autres secteurs qu'on connaît, le commerce, le tourisme, oui. l'événementiel. Parce
comme ça qui, malheureusement, ont beaucoup plus été impactés que le monde du digital. C'est Donc vrai. là, ça va, on s'en sort assez bien. Je pense aussi que justement, beaucoup de personnes qui avaient des commerces se sont tournées vers le virtuel et vers le digital pour justement essayer de survivre dans cette période un peu compliquée. Oui. Donc ça va. Malgré tout, j'ai quand même perdu des clients qui avaient plus le budget, mais j'en ai aussi trouvé d'autres. Donc la balance s'est équilibrée. Mais après, pour parler au nom de tout le monde pour les freelances, c'est vrai que ça a été compliqué pour beaucoup d'entre eux, notamment ceux qui venaient justement tout juste de se lancer, qui se sont dit 2020, c'est mon année. Bon, bah finalement, pas tant que ça. Donc je pense qu'il faut justement pas baisser les bras, pas se dire, bon, bah voilà, il y a la Covid, de toute façon, ça touche tout le monde est dans la panade, donc moi aussi, et puis basta, je vais devant Netflix et puis je chill. Donc, l'idée, c'est de trouver des solutions, de se dire, OK, il y a ça, qu'est-ce que je peux faire pour comment ça impacte déjà mon business? Qu'est-ce que je peux faire ensuite pour faire en sorte que ça a moins de conséquences négatives, pour équilibrer un peu le tout? Et surtout, contrairement à ce que je viens de dire, pas trop se mettre de pression. Pas se dire, faut à Oui. tout prix que je trouve une solution, je vais mettre plein de trucs en place, se disperser, se mettre une pression monstre. Euh, Se dire, bah voilà, de toute façon, ça touche tout le monde, on est tous dans le même panier, je vais essayer de mettre ça en place, et si ça fonctionne pas, et bah Oui. tant pis, je laisse, je me mets pas de pression et je verrai bien. Quand tu es hypochondriaque, comment tu vis la Covid? Très mal, très mal. Mais au final, tu vois, ça a des avantages d'être toute seule chez soi, parce que en étant seule chez moi, j'ai quand même très peu de risques de l'attraper. Donc voilà, je me suis mis au drive, je me fais livrer les courses, donc je limite les contacts physiques. Donc voilà, non, mais de toute façon, c'était ça, c'était la limitation des contacts physiques. Ouais. Après, quand on a pu avoir une trêve, on va dire, en été, j'en ai profité un maximum pour quand même m'aérer, essayer de Oui. voyager un peu en France. Et voilà, de toute façon, j'ai un côté un peu solitaire. Donc, on va pas dire que je vis mal le confinement, Oui. ça serait mentir. Je le vis bien. Et puis, de toute façon, comme je dis, il y a aussi tous ces contacts virtuels au travers d'échanges, que ce soit par message ou par visio, d'interviews avec nos proches. Ça Mm. permet de garder quand même un petit peu un contact cette période-là et de parler de mon stress si jamais j'ai un pic de stress en disant je vais mourir. Non, voilà, on échange, on parle, on dialogue, tout va bien se passer. Quand on parle un peu du coup de la Covid, ça a été un peu un moment charnière parce que ça a accéléré une transition digitale Mm, qui était devenue très évidente, mais pour autant, mm. ça calait et ça a été un virage à 180 degrés pour certaines personnes. Est-ce que toi, dans ta vie, tu as eu un moment un peu charnière aussi comme ça? Bah, je dirais que le moment charnière, ça a été quand j'étais étudiante et puis après, je me suis dit, bon, bah, je me lance en tant que freelance. C'était un peu le ça passe ou ça casse de ma vie. Mais c'est vrai que en dehors de ça, quand j'ai été freelance, j'ai jamais eu de moment où je me suis dit, ça passe ou ça casse. Parce que je pense que de toute façon, quand on est entrepreneur et qu'on lance une nouvelle offre ou qu'on a une offre, on pèse aussi le pour et le contre, on fait une étude Oui, de marché, on met en place des stratégies. Et si tout est bien ficelé, ça limite quand même la casse. Et puis de toute façon, comme j'ai dit, on teste, on lance. Si ça ne marche pas, on analyse pourquoi ça a marché, qu'est-ce qui a moins fonctionné. Et on ajuste, on optimise et on est reparti, quoi. Donc je pense que oui, le moment charnière de ma vie générale, de mes 24 ans de vie, c'était quand je suis passée d'étudiante à freelance. pourquoi, quand on est freelance, c'est quand même important de refuser certains marchés? Alors c'est vrai que c'est hyper dur de savoir dire non, surtout quand on débute et qu'on n'a pas des plannings qui sont remplis. On a tendance à un peu tout accepter et pourtant, justement, le fait d'être freelance, le gros avantage qu'on peut avoir par rapport à des salariés, c'est de pouvoir dire non. De dire ce qu'on a envie et de dire ce qu'on n'a pas envie. Faire ce qu'on a envie et de faire ce qu'on n'a pas envie. Donc, donc c'est important parce que c'est un droit et c'est une des libertés finalement du freelance de Oui, choisir ses collaborateurs, ses missions, ses plannings, ses horaires, etc. Autre raison de dire non, c'est que forcément au début, donc on va faire sa petite stratégie, on va dire bon bah moi ma cible c'est ça, et puis je suis performant dans ça et ça. Si on accepte un peu toutes les missions parce que on se dit bon bah de toute façon il faut que je rentre de l'argent pour payer le loyer et que finalement on n'a pas les compétences derrière ou on n'accroche pas, des fois ça peut être aussi des questions de valeur, hein, on n'accroche pas forcément avec les valeurs du client, il n'y a pas un bon feeling.
problème, c'est que déjà, on va passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps sur cette mission-là. Alors moi, je facture par exemple un taux horaire. Donc, si j'ai Oui, calculé un taux horaire pour une mission et que finalement, c'est une mission qui ne correspond pas, je vais m'y perdre financièrement. Je vais passer oui. beaucoup plus de temps que prévu. Donc, c'est pas hyper intéressant. En plus de ça, on va avoir tendance à procrastiner parce qu'on n'a tout simplement pas envie, on n'a pas la motivation, on ne se reconnaît pas. Donc, on procrastine, on procrastine. Et encore une fois, on perd du temps. Et du temps, c'est de l'argent Oui. quand on est freelance. Donc, c'est pas hyper rentable déjà financièrement. Et en plus de ça, c'est pas top pour le mental. Derrière, on risque d'avoir peut-être des retours positifs du client. Si on débute, on n'a généralement pas trop confiance en soi, le fameux syndrome de l'imposteur. Donc, on n'a pas forcément besoin de recevoir des avis négatifs tout simplement parce que c'était pas le bon client. Le mieux, c'est quand même d'avoir des clients qui nous correspondent, qui nous font des bons retours et qui nous font grimper la confiance en soi. Donc, mentalement et financièrement, je dirais que c'est pas l'idéal. Donc, on dit non aux clients qui ne correspondent pas à ce qu'on recherche et à ce qu'on est capable de proposer. Et pour continuer un peu sur ces, entre guillemets, les mauvais clients, on va dire ça avec beaucoup de guillemets, Oui. euh, que- quelles sont les fausses conceptions qu'ont certaines boîtes des freelances et quand enfin, des choses qui peuvent t'arriver, tu te dis, mais what, c'est tellement évident pour toi que ça doit pas se passer comme ça, mais on a quand même l'impression que ces gens-là ont ces fausses conceptions sur les freelances. Alors, les idées reçues sur les freelances sont très, très nombreuses, hein, faut qu'on se le dise. J'en ai parlé récemment justement sur LinkedIn. L'une des plus répandues, c'est qu'un freelance, il va être disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Notamment avec cette croyance qu'il est en recherche de clients et donc, forcément, pour avoir le plus de clients possible, il doit être disponible tout le temps. Et puis d'un côté, il travaille chez lui, donc je ne sais pas pourquoi. Être chez soi, ça veut dire être totalement disponible, alors que c'est pas le cas. Ouais. Donc, il y a cette première croyance de dire ils sont tout le temps dispo. C'est faux. C'est vrai qu'on peut choisir nos plannings, nos emplois du temps. Donc, on peut travailler un week-end comme on peut travailler très tard le soir, pas comme les salariés dans un bureau, on va dire, avec du classique 9h-18h. Ouais. Donc, on peut choisir nos horaires, mais ça ne veut pas dire qu'on est dans l'obligation de travailler en dehors des horaires de bureau. Donc, il faut partir du principe que ils ont les mêmes horaires que les salariés, même si ce n'est pas forcément la vérité. On envoie des mails, enfin on attend une réponse surtout aux mails entre 9h et 18h, pas tard le soir ni le week-end. Pareil pour les appels et pareil pour les rendez-vous. Si le freelance répond, grand bien lui fasse et tant mieux pour vous. S'il ne répond pas, c'est normal. C'est normal. Il a aussi une vie personnelle. Donc voilà, ça je pense que c'est la plus grosse idée reçue sur le freelance. Et si tu pouvais nous raconter une expérience qui s'est un peu mal passée ou aujourd'hui tu regardes avec l'expérience, ça te fait sourire, qu'est-ce que ce serait de ton expérience de freelance justement, quand on parle de ces mauvais clients? Alors, c'était pas forcément mauvais client, mais j'ai une petite anecdote justement avec une cliente. Donc, il faut savoir, je répète pour que tout le monde soit d'accord, que je suis rédactrice web freelance. Donc, mon rôle, ma mission, c'est de rédiger du contenu web. Dans le cas, dans la mission dont je vais vous parler, c'était des articles de blog. Donc, je rédige des articles de blog et je les optimise en SEO puisque le but, c'est quand même d'avoir un bon référencement naturel. Ouais. Je fais mon petit travail et puis je me rends compte en fait que l'extension SEO, donc c'était Wost SEO sur le site de la cliente, n'est pas opérationnelle, il ne fonctionne plus, j'ai des bugs, je n'arrive pas à l'utiliser. Donc je lui en fais part puisque ça fait quand même partie de ma mission et je voudrais pas qu'elle se dise bon bah ça, elle était nulle parce que l'outil ne fonctionne pas. Elle me dit oui bah je te laisse regarder un peu dans le back office, aller farfouiller. Ce n'est pas mon métier, mais gentil, je me dis, bon, là, je vais aller farfouiller, voir si je trouve la source du problème. Je me rends compte qu'il y a plus de 20 mises à jour en attente, dont la mise à jour de ce fameux outil. Donc, je me dis, bon, ça doit certainement venir de là. Je lui fais part de mon enquête. Je lui dis, bon, bah voilà, il y a beaucoup de mises à jour en attente, dont cet outil, je pense que ça vient de là. Et ce à quoi elle me répond par mail, je te laisse gérer, feu vert. Voilà, c'était très court le message en plus. Hein. Ouais. Je te laisse gérer, feu vert. Gentil encore comme je suis, d'où viendra la morale après, je me dis, bon, bah, je vais faire les mises à jour, alors que ce n'est pas du tout dans mon métier. Je ne suis pas web designer, Oui. développeur web, etc. J'appuie sur mise à jour, plus de site. C'est marqué site inaccessible. Ah!
Donc là, problème, j'appelle en vitesse la cliente. Cette fois-ci, je passe plus par le mail. J'appelle directement, il n'y a plus de temps. Je dis oui, bon, bah, voilà, je suis désolée, j'ai fait les mises à jour comme évoqué dans le mail et le site a planté. Et là, elles se mettent à m'engueuler en me disant oui, mais il ne faut pas faire les mises à jour, ça fait planter le site, etc., etc. Je m'en prends plein la figure. En plus, moi, hyper mal à l'aise parce que c'était un site e-commerce, donc tout passait par le site. Pas comme si c'était prestation de service et on se dit, bon, bah, à la limite, si le site bug un peu, pas dramatique, dans quelques jours, ça reviendra. Là, c'était que tout se misait sur le site. Donc, hyper mal à l'aise, elle raccroche et tout. Elle commence à faire ces choses-là. Bon, bref, après, il y a des échanges et on a finalement mis un terme à la relation et puis à la collaboration. Et puis, c'est même venu de moi puisqu'elle m'avait proposé de continuer, mais moi, je ne voulais plus continuer avec cette tension-là, finalement. Oui. Et donc, ça m'a appris deux choses. Premièrement, toujours rester dans son champ de compétences, c'est ce que je disais tout à l'heure. On dit non aux missions qui ne rentrent pas dans le champ de compétences parce que voilà, je suis rédactrice, je ne suis pas censée toucher au site, donc la prochaine fois, je dirai non, ça m'apprendra à être gentille. Et la deuxième leçon, c'est surtout la communication entre la marque, ça c'est surtout pour les clients, et le freelance. On communique, c'est-à-dire que si un freelance vous envoie un message, c'est pas pour qu'il soit lu 10 jours après ou qu'il soit survolé et puis qu'on répond n'importe quoi et puis après on se rend compte que ça fonctionnait pas. Puisque pour le coup, je pensais quand même avoir fait les choses dans l'ordre, j'ai envoyé un message, j'ai expliqué le problème et elle m'a dit feu vert. En fait, elle n'avait pas du tout lu le mail, elle voulait se débarrasser de ça au plus vite et elle avait répondu dans la précipitation. Donc, communication entre le freelance et le client. C'est ce que disait la dernière fois, la communication, c'est de la communication, encore de la communication et toujours de la communication. C'est très intéressant et on va un peu permettre de faire une petite transition qui n'a rien à voir pour sortir un peu de cette ambiance de l'entrepreneuriat. Comment tu fais pour te reposer toi mentalement? Est-ce que tu as une activité peut-être du sport ou autre qui te permet de vraiment te recentrer et rafraîchir les neurones, on va dire? Ouais, je pense que c'est hyper important d'avoir autre chose que son business finalement. Alors, effectivement, ça peut être une activité artistique, une activité sportive, une passion, peut-être, je sais pas moi, la couture, si vous aimez coudre, vous prendre un peu de temps pour coudre tout simplement, ou même ne serait-ce que prendre un bain, c'est déjà un bon moyen de déconnecter. Et en plus de ça, je pense qu'il faut, même si on est libre dans nos horaires, avoir un emploi du temps. C'est vous qui créez cet emploi du temps, mais un emploi du temps avec un début et une fin. Et quand on voit la fin de la journée, on se dit pas ah ouais mais j'ai pas fini, il me reste ci, ça, puis je pourrais prendre de l'avance sur ci, puis prendre de l'avance sur ça. Non, c'est la fin de la journée, on arrête, tant pis, on a un peu de retard, et ben on rattrapera demain, on rattrapera après, on prendra un peu moins de clients pour la semaine suivante, que sais-je, on s'organise, mais c'est quand même l'idéal d'avoir une fin à sa journée. Après, bien sûr, il y a des périodes de rush où on peut travailler un peu plus, c'est sûr, mais dans la majeure partie du temps, on essaie quand même d'avoir une fin et d'avoir une activité à côté qui nous fait totalement décrocher, même si en tant qu'entrepreneur, on le sait, on a toujours un petit esprit, une petite réflexion pour son business, mais on essaye. Est-ce que toi, tu as beaucoup voyagé et qu'est-ce que ça t'a rapporté les voyages que tu as pu faire dans ta vie? Je n'ai pas beaucoup voyagé. J'ai voyagé un petit peu. J'ai voyagé en fait très tardivement. Mes parents, ma mère a peur de l'avion, donc c'était c'était compliqué. Donc on voyageait beaucoup en France, mais c'est déjà très beau. La France est très belle. Mais c'est vrai que voyager à l'étranger, ça arrivait très récemment quand j'étais majeure. Donc voilà, après ça apporte, déjà ça permet une déconnexion totale, donc c'est plutôt intéressant comme on le disait. Et après c'est hyper intéressant aussi de connaître d'autres cultures, de voir comment ça se passe ailleurs, pour avoir une vision peut-être plus enrichie de ce qui se passe aussi là où on habite finalement dans la vie de tous les jours. Voilà, de sortir un peu, comme on pourrait le dire dans le business, la tête du guidon et d'aller voir ce qui se passe ailleurs pour avoir une vision pas forcément meilleure, parce que des fois on peut avoir une vision biaisée tout de même, mais quand même avoir plus d'éléments pour pouvoir se faire une idée et un jugement. Pour fermer un peu cette parenthèse un peu fun, qu'est-ce qu'il y a dans deux choses dans ta bucket list, si tu en as? Ouais, je pense que je l'avais déjà un peu évoqué, c'est voyager. J'aimerais voyager encore plus et travailler à l'étranger, mais travailler, alors pas vivre à l'étranger parce que j'aime comme
beaucoup la France, être proche de ma famille, de mes amis. Mais c'est vrai, passer 2-3 mois dans un pays étranger et puis travailler là-bas, le nomadisme digital, Oui. ça me plairait. Et puis à côté de ça, bah voilà, prendre soin de moi, arrêter de me ronger les ongles dans les objectifs 2021. Voilà. Ça va, t'as bien évolué parce que c'est passé toute la main aux ongles. Oui, et encore là, ils ont poussé parce que j'ai mis du vernis pour m'enlever la vision des ongles et me dire: «C'est bon, ils ont du vernis, ils sont beaux, t'y touches pas». Et du coup, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, ce serait quoi les destinations du coup où d'où tu voudrais travailler, on va dire? Alors en visite, vacances, j'aime beaucoup l'Italie, il y a plein d'endroits en Italie, la Sicile, les Pouilles aussi qui apparemment ont l'air, ça a l'air top. Donc l'Italie m'attire beaucoup, différents endroits d'Italie. La Croatie aussi, Bali, un peu destination un peu cliché, mais Ouais. mais c'est vrai que ça a l'air, très beau. Et puis alors là, pour me la jouer grande star, j'aimerais bien aller aux Maldives. Ça a l'air très beau, donc voilà, sur ma petite maison en bois au bord de l'eau là. Sans transition aucune, rien à voir sur ce dont on va parler. Vas-y. C'est quoi ta définition, toi, de la réussite au final? La réussite, Ouais. bah, je pense que c'est déjà propre à chacun, chacun, évalue sa propre réussite. Et la réussite n'est pas forcément financière, je pense qu'elle est, surtout mentale. La réussite finalement, est-ce que c'est pas un peu le bonheur? Bon là, je vous fais cours de philosophie, vous avez 3 heures, mais voilà, c'est ça, c'est être pleinement épanoui, que ce soit dans la vie professionnelle ou professionnelle. Je pense que c'est ça, quelque part la réussite. Et c'est aussi ce que je recherche. Je vise pas, d'avoir, 100 000 € par mois, d'être la plus riche, du monde. C'est pas l'objectif, mais c'est d'avoir un certain niveau de vie qui me permet, non seulement d'avoir un meilleur équilibre vie pro, vie perso, puisque je compte pas faire, 60 heures par semaine, toute ma vie. Et surtout, voilà, un train de vie, qui me correspond et qui me convient, parfaitement. Et pour continuer un peu sur un peu ce train financier, quel est le meilleur conseil en fait au final qu'on t'a donné par rapport à l'argent que tu dis, je commence à gagner ma vie, bah, je vais Mmh. gérer comme ça mon argent. Alors j'ai eu une éducation, je pense que j'ai eu une bonne éducation par rapport à l'argent. Oui, Justement, mes parents, enfin, je viens pas du tout d'une famille, aisée, bon, la classe moyenne finalement, oui, la classe moyenne. Et ils avaient ce côté-là où, déjà il faut se donner la peine, se donner les moyens de gagner son argent, tout n'est pas, dû. Et surtout, il faut savoir le gérer derrière. Donc le gérer, ça veut dire quoi? Ça veut dire pas être dépensier à outrance. Hem, Moi, j'ai un petit tableau Excel où je mets justement mes charges qui sont fixes. Donc ça comporte le loyer, le prix de l'électricité, l'eau, le gaz, les factures, enfin voilà, tout oui, ce qui va, forcément, partir tous les mois, y compris l'argent pour les courses, par exemple. Ensuite, l'argent, qui est plus du côté administratif puisque je suis entrepreneur, donc les charges, les impôts, parce qu'il faut prévoir les impôts qui tombent une oui, fois par an. oui, Voilà, le CFE, des choses comme ça. Et à côté, ça me permet de voir ce qui me reste en argent, ce que j'appelle argent plaisir. Et cet argent, bah, après, j'en mets un petit peu, oui, parce qu'il y a aussi la catégorie argent qu'on place. Je place, en général 20 de ce qui me reste. Et oui, ensuite, ça reste l'argent plaisir. Et là, c'est l'argent, bah, que je peux utiliser soit pour me faire plaisir personnellement, voyage, restaurant, soit pour faire plaisir aux autres, puisque c'est aussi important. Donc, je pense qu'il faut, ouais, voilà, avoir une bonne idée, une vision globale de ce qu'on touche, de ce qu'on dépense, pour savoir, ce qui nous reste à dépenser en plaisir, vraiment. Puisqu'il y en a beaucoup qui n'ont aucune vision sur ça et qui, vont dépenser beaucoup plus en plaisir c'est que ça. ce qu'ils devraient. Mais au final, je ne suis pas sûre que ça apporte, la joie et le plaisir, tant escompté Ouais. en matériel, finalement, dépenses matérielles. Donc, Ah. Si je résume, en fait, au final, c'est que tu as deux types d'argent, l'argent plaisir et l'argent que tu places. Et l'argent que tu places, au final, c'est comme quelque chose que tu te taxes à toi-même et que on est voué à ne pas y toucher et d'investir dans quelque chose, quoi, en tout cas, de bien mettre de côté. c'est ça, c'est l'argent qui permet alors soit de prévenir les coups durs parce que, parfois ça nous tombe dessus, on doit Oui, faire des dépenses, soudaines qui n'étaient pas du tout prévues. Donc oui, d'avoir, voilà, un petit socle d'argent, c'est toujours utile. Et c'est aussi, de l'argent qu'on pourra éventuellement réinvestir après.
Donc, toujours avoir ce socle d'argent de côté. Les dépenses quotidiennes et le plaisir. Oui, il y aurait 3 catégories, on va dire. Je pose la question parce que je sais qu'il y a plein de gens que j'ai pu fréquenter et qui avaient, entre guillemets, cette galère-là, entre guillemets, au début de leur vie professionnelle, de savoir comment gérer ce qu'ils ont parce qu'ils ne sont pas forcément habitués à avoir cet argent-là arriver. Et d'un coup, ça arrive et on s'y perd et on ne se rend pas compte de ce qu'on peut faire avec notre argent. Du coup, c'est très intéressant de voir les stratégies, on va dire, Ouais. financières des gens. De toute façon, si ça intéresse, il y a beaucoup de livres aussi qui parlent justement de la gestion de l'argent. Il y a un livre que j'ai acheté, que j'ai pas encore commencé, donc je vous le conseille, mais si ça se trouve, il est pas ouf. Mais c'était alors Père riche, Père pauvre ou Père pauvre, Père riche, Ouais. qui justement traite de cette relation à l'argent et en fonction justement du rapport de nos parents à l'argent, comment nous on va développer ce rapport à l'argent et cette gestion de l'argent. Donc ça peut être intéressant à lire. Et il y avait justement un banquier que je connaissais qui Ouais. m'avait conseillé d'avoir différents comptes, même si c'est des comptes que pour nous. Le compte justement argent plaisir et le compte dépenses quotidiennes et le compte placement. Donc le compte Ouais. placement, ça peut être des livrets notamment. Ensuite, le compte dépenses quotidiennes, c'est un compte où on va mettre de l'argent, on va prendre l'argent de notre salaire justement et le verser là-dessus et on sait que tout ça va partir. Comme Ouais. ça, on a vraiment que dans notre compte en banque avec notre cadre bancaire, ce qui nous reste pour le plaisir et on ne peut pas finalement dépasser. Et toucher, je viens de me rendre compte que c'est ça ma stratégie. Bah voilà, tu vois. Et moi, bah, je vais dire que mon argent, entre guillemets, qu'on place, il est sur un compte sans carte. Ouais, C'est voilà, compliqué c'est de ça. faire de virement, donc j'y touche pas encore, on va dire. Voilà. Faut avoir la carte que pour le compte plaisir, comme C'est ça, ça. on n'est pas tenté. Pour les charges, tu as un IBAN, tu le donnes, tu sais que ça vient, ça part. C'est ça, c'est ça. Et C'est une bonne stratégie. bah oui, parce que quand on peut faire un virement facilement, quand on a une carte sur ce compte-là, ça facilite quand on se dit, OK, bah, c'est chaud, je peux l'utiliser. Mais en fait, faut le voir comme une taxe et limite comme un argent qui ne nous appartient pas au final. Et Ouais, c'est ça. ça permet d'avoir une certaine discipline. Et du coup, on va parler de demain. Comment tu envisages le futur? Pas forcément à ton niveau personnel, mais le futur globalement. Alors, j'ai dit en intro que j'étais positive et optimiste. On va essayer de le voir de manière optimiste et positive. Bon, alors après, il ne faut pas se leurrer non plus. Je pense que de toute façon, par exemple, pour revenir sur ce côté pandémie, on a l'impression que ça nous tombe un peu dessus et que c'est une première dans l'histoire du Ouais, monde, alors que c'est faux finalement. On a eu la période de toute la peste, mais ouais, qui ressemble un peu plus. On a eu la grippe espagnole aussi, ouais, donc où on peut bien s'identifier finalement par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Et beaucoup de scientifiques disent que ça va revenir. Hein. De toute façon, ouais. les pandémies, ça revient, c'est des cycles. Donc, je pense qu'il y en aura de prochaines. Est-ce qu'on sera mieux préparé ou non? Telle est la question. C'est la question. À voir ce qu'on va faire. Mais voilà, après, au niveau professionnel, en général, je pense que le freelancing va énormément se développer. On le voit déjà rien que cette année, le télétravail s'est bien démocratisé et se fait de plus en plus dans les sociétés. Ouais, Et à côté de ça, il y a un côté où les gens ont envie de tenter leur chance et on n'a plus autant cette sécurité du CDI, cette vision de la sécurité du CDI. ouais. Elle est un peu biaisée maintenant, d'autant plus qu'on sait qu'on peut très rapidement perdre son boulot. Donc, il y a beaucoup plus de gens qui s'orientent vers le freelancing, qui correspond peut-être mieux aux attentes aussi maintenant d'équilibre vie pro, vie perso, de voyage, de nomadisme. On peut beaucoup plus voyager quand on est freelance. Et ce côté de management qui est un peu obsolète dans certaines entreprises. Donc, on a envie de se gérer soi-même, de trouver ses propres clients, un côté de plus de liberté. Du coup, on va aussi te demander comment tu te fixes tes nouveaux objectifs pour faire suite aussi un peu à cette discussion par rapport au futur. Alors, très simplement, finalement, j'ai un petit tableau. Vous remarquerez que j'ai beaucoup de tableaux. J'ai un petit tableau, donc les objectifs sur l'année, les objectifs sur 5 ans et les objectifs sur 10 ans. Donc les objectifs sur l'année, je les découpe en général, il y en a 4. Je les découpe en trimestres parce que je trouve que c'est plus simple et puis c'est un bon timing, le temps de mettre en place toutes les actions pour atteindre cet objectif-là.
Et voilà, à partir du moment où j'ai défini mes objectifs par trimestre, je liste tous les points, les étapes par lesquelles passer pour les atteindre, ce qui me fait un petit plan d'action. Et Ouais. ensuite, je planifie chacune de ces étapes dans mon planning hebdomadaire pour justement pouvoir réserver quand même des créneaux parce qu'on a tendance, quand on est entrepreneur, à un peu se laisser avoir. On prend beaucoup de clients, on remplit tout le planning. Et après, pour nos projets plus perso, qui restent professionnels, mais plus perso, comme des nouveaux produits, des nouvelles offres, on n'a pas le temps. Donc Ouais. là, je les planifie directement. Comme ça, je suis sûre que je vais pouvoir prendre du temps pour avancer dans mes objectifs et les réaliser. Et du coup, pourquoi c'est important pour toi de visualiser? Ah bah, la visualisation, c'est hyper important. Rien que le fait, bon, c'est un peu la loi de l'attraction, mais rien que le fait d'imaginer ses objectifs et de s'imaginer les atteindre et la satisfaction qu'on pourrait ressentir ou les conséquences qu'on pourrait en tirer, bah, ça participe à la mise en action et justement à lutter contre parfois la procrastination qui nous envahit. Le fait de s'imaginer, c'est déjà un premier pas et une première étape de la mise en action pour les atteindre. De ce process. Et du coup, aujourd'hui, est-ce que tu penses être confiant? Parce qu'on parlait au début d'une timidité limite maladive. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses être confiante? Oui, bah, oui, oui, j'ai beaucoup plus confiance en moi, et puis je pense que ça vient aussi non seulement avec l'âge, quand on gagne en maturité et aussi avec, les retours qu'on peut Ouais. avoir, que ce soit de personnes qui nous suivent ou, de clients, tous ces retours positifs qui participent à gagner, confiance en soi. D'ailleurs, je recommande d'avoir un petit cahier du positif, ce que j'ai où tous les soirs on met, les choses de positives qui nous sont arrivées et notamment des retours, qui sont, assez sympas et comme ça, quand on les relit, ça peut être, 1 fois par an, à la fin de l'année ou, tous les mois et bah, quand on a des moments justement où on doute un peu, où on n'est plus trop sûr, on relit tout ça et ça nous remotive et ça nous rebooste. Ça permet de revoir, de se revoir aux yeux des autres, quoi, on va dire, C'est ça. sous son meilleur jour. Et pour le dernier chapitre ou l'avant-dernier de cet entretien, ça va être des questions rapides où j'aurais besoin que tu me dises la première chose ou les premières choses qui te viennent à l'esprit sans filtre. On va dire ça OK, comme ça. alors attends, je vais me mettre dans le mood. Vas-y. C'est quoi le top 5 de tes lectures? Ah, bah, alors il y a, 7 habitudes de ceux qui, réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Il y a, Quand gronde le tonnerre, c'est le livre de mon amie, Mélanie Bigot. Alors c'est de la fiction, de la fantaisie, hein, mais Ouais. c'est dans le top de mes lectures. Il y a le livre À la conquête de LinkedIn de Christopher Piton que j'ai commencé tout juste et qui est déjà plein de pépites. Donc, je pense que la fin sera tout aussi bien que le début. Ouais. Ça nous en fait déjà 3. Et après, j'ai plein de livres que j'ai achetés mais que j'ai pas encore lus. Donc, j'ose pas trop en parler. On sait jamais si c'est pas, c'est pas l'idéal. Donc, bon, je dirais mon top 3. Ça Ouais, fonctionne. un top 3, ça marche. On mettra tous les liens vers ces livres-là. Ok. Les 5 artistes que tu écoutes en ce moment. En musique? Ah oui. Écoute, je suis pas une grande fanatique de musique. J'écoute pas beaucoup de titres. Ah Là, bon? en ce moment, j'écoute une musique de Doja Cat. Ah oui. Je vous laisserai aller voir. C'est hyper reboostant, je trouve. Mais sinon, j'ai pas d'autres noms qui me viennent forcément en tête. Alors, quand j'étais plus jeune, j'aimais beaucoup les Pussycat Dolls. Le cliché, bah, ça motive aussi, hein. Je peux vous le dire. On est au taquet. Il y a du rythme. Mais voilà. Maintenant, plus trop. Mais tu sais que j'écoute quasiment pas de musique en vrai. Non, Ah bon? faudrait que je m'y mette. Ah ouais, c'est ouf. Moi, je suis plus sur un peu des moods, on va dire. Mais Ouais, ouais, c'est pas ça aussi. forcément de musique, quoi. Ouais. Si tu n'étais pas freelance, rédac web, quel métier artistique aurais-tu ou créatif t'aurais exercé, à ton avis? Journaliste. C'est un peu pareil. Dans la rédaction. Journaliste. Présentatrice télé, j'aimais bien. Ouais. Après, créatif, artistique, je sais pas trop ce que tu englobes. Bah, je suis pas très artistique, je suis pas très douée, par exemple, de mes mains. Je me vois pas écrivain, malgré tout, on pourrait croire, mais je me vois pas écrivain, peintre non plus, chanteuse, vaut mieux pas, pour le bien de tous. Donc, non, oui, voilà, ça aurait été peut-être journaliste, les métiers de la télé sinon, mais animatrice, voilà, des choses comme ça. Et qu'est-ce que tu juges important dans la vie de manière générale?
que tu as l'impression que beaucoup de gens ont tendance à ignorer ou à négliger? Bah, justement, c'est ce fameux, équilibre vie pro, vie perso puisque, malheureusement beaucoup c'est surtout les entrepreneurs ou les patrons, Mmh. ont tendance à se mettre dans leur business. C'est vrai, en fait, que ça nous quitte jamais vraiment. On a toujours un peu, la tête à ça, on y réfléchit, on peut avoir tendance à passer beaucoup, beaucoup de temps sur ça et justement à négliger un peu, bah, que ce soit notre conjoint, nos Oui, enfants, nos parents, nos amis, à refuser des sorties parce qu'on a autre chose à faire, un nouveau produit à sortir ou des choses comme ça. Et malheureusement, on se rend compte, que trop tard, que, qu'on a perdu, ce qui était quand même essentiel à notre bien-être aussi ouais. et à notre bonheur et qu'on peut aussi perdre des gens comme ça en négligeant, en leur prêtant pas assez d'attention. Ils partent, on s'en rend pas compte au début et on se rend compte trop tard que c'était à Mmh. cause de ça. Ouais. Et Voilà. quel est ton mantra en une phrase? Quand on veut, on peut, si on s'en donne les moyens. Et il faut remarquer que c'est le genre de choses qu'on disait à l'école primaire et dont on ne prenait Ouais, pas le sens. Mais c'est ouais, vrai. Mmh. C'est très c'est vrai. ça. Et la dernière, 5 invités pour partager un dîner. Célèbres, des personnes célèbres? Qui tu veux, pour avoir une discussion sympathique, apprendre des choses, en sortir grandi, quoi. Bah, vous allez rire. Docteur Raoul pour savoir son avis sur, toutes ces pandémies, vraiment. Ensuite, j'inviterais qui? J'inviterais, je pense, un humoriste, pour que ce soit quand même un peu drôle et fun. J'aime bien, Florent Père, par Ouais. exemple, donc je pense que je l'inviterais lui pour qu'on rigole un petit peu quand même. Ensuite, qui c'est que j'inviterais? Je sais pas d'autres, ouais, Pas franchement, je sais pas. forcément des célébrités, hein. Ah ouais, pas forcément des Pas célébrités? forcément. Bon, j'inviterai mon amie Mélanie, que je recite, Mélanie Bigot, Ouais. parce que c'est toujours agréable de faire des soirées avec elle. Elle a un côté festif qui est fort, qui est fort agréable. Donc, donc je l'inviterai aussi. Et puis, j'inviterai mon conjoint, forcément, je vais pas Ah laisser de bah côté le pauvre. oui. Et Sur la puis, table d'à côté. voilà, c'est ça. Allez, non, t'es pas invitée. Et puis, non, et puis voilà, je pense que j'inviterai surtout, vraiment, honnêtement aussi, je vais faire une soirée, je pense que j'inviterai les personnes avec qui j'ai pu collaborer tout au long de mon business ou avec lesquelles j'échange le plus régulièrement sur LinkedIn notamment, puisque c'est là où je suis le plus présente. Donc, il y aurait effectivement Mélanie Bigot, voilà, si Oui. j'écorche son prénom. Il y aurait Christopher Piton, Maud Alavès, avec qui je présente le Social Life Club, toute l'équipe Les Années Folles, qui est l'agence d'influence marketing, Sébastien Cambet aussi, avec qui je m'entends très bien. Je dois en oublier certains, mais voilà, ça serait plutôt dans ce délire-là. Ouais, dans ce mode-là, on va dire. Ouais, c'est ça. Quel conseil aurais-tu donné à Inès d'il y a 10 15 ans? Bah, déjà d'arrêter de se ronger les ongles, bah, pas de quoi s'inquiéter, Ranger la main, non? c'est ça. Faut déstresser, tout va bien se passer. Et surtout, bah, je lui dirais, t'inquiète pas, peu importe les obstacles que tu vas rencontrer, les choses où tu vas te dire, bon, bah, c'est bon, j'y arriverai jamais, c'est mort. Bah non, il y aura toujours quelque chose de bien mieux derrière. Donc, faut pas se faire de soucis. C'est sur ça. Et la dernière, du coup, est-ce que tu penses qu'elle t'aurait écouté? Oui, parce que j'ai toujours ce côté un peu optimiste et je crois en l'avenir. Donc, oui, je pense que j'aurais écouté. Ouais, c'était la dernière et celle-ci est sur une note plus perso que je pose en toute fin. Qui aimerais-tu voir nous raconter son histoire et se prêter à l'exercice comme tu viens de le faire? Bah, je vais pas être originale, hein, je l'aurais cité 3 fois en une interview. Donc là, je pense que j'ai fait toute sa promotion. Je pense que c'est Mélanie Bigot parce qu'on la connaît pas tant que ça. En fait, elle est très présente sur LinkedIn et très présente sur les réseaux sociaux. Et elle fait aussi quelques interviews, mais toujours sur le côté un peu plus business. Et on la connaît pas finalement comme elle est Ouais. comme toute l'histoire qu'elle a vécue parce qu'elle est peut-être jeune, mais elle a vécu 1000 vies. Donc je pense que ça pourrait être une bonne invitée. Bah, on lui
tu nous aideras à la contacter. Maintenant qu'on sait Ça qu'elle a marche. écrit un livre et qu'elle est très fun en soirée, Oui, on verra aussi ce qu'elle nous dira de son voilà, histoire. En tout cas, merci d'avoir partagé c'est ça, ton histoire avec nous. Et tu fais aussi du coup avec partie grand plaisir. de l'histoire d'Harmony Stories maintenant et on t'en remercie énormément.